Cet épisode est réalisé en collaboration avec Aecon, une entreprise nord-américaine de construction et de développement d'infrastructures dotée d'une expertise mondiale. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au balado Station Constructo. Mon nom est François Toupin. Nous allons discuter dans le cadre de cette série d'épisodes d'inclusion et de diversité dans l'industrie de la construction. Car l'industrie de la construction au Québec demeure encore aujourd'hui, malheureusement, plutôt blanche, masculine et hétéronormative. Et malgré la pénurie de main-d'œuvre, les femmes, les autochtones, les personnes issues des communautés culturelles ou LGBTQ+, et celles en situation de handicap, peinent à y faire leur place. Comment réussir à en intégrer davantage et surtout, comment les convaincre de rester sur les chantiers? Surtout sachant que la diversité permet d'améliorer la résolution de problèmes, de collaborer plus intelligemment, de travailler en équipe de façon engagée et de mieux contribuer au succès de l'industrie. Il y a bien des travailleurs qui font partie de la communauté LGBTQ+, qui cachent leur identité de genre ou leur orientation sexuelle au travail. Ces personnes peuvent craindre des représailles, d'être victimes de railleries, ou de perdre carrément leur emploi si elles décident de s'exprimer ouvertement sur leur identité sexuelle ou de genre. Souvent attribuée à une masculinité toxique qui règne sur les chantiers, cette discrimination, il y en a pourtant, ça n'a pas sa place. Nous allons tenter d'y voir plus clair dans ce domaine en compagnie d'Olivia Becker, qui est formatrice et spécialiste contenu à la Fondation Émergence, ainsi que Thomas Dequitte, responsable technique chez Aecon, de trouver une solution à cette situation. Et je vous dis bonjour à vous deux. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de peut-être me confirmer vos pronoms, pour éviter toute ambiguïté. Je peux commencer. Donc, je m'appelle Olivia Becker, j'utilise le pronom elle, formatrice et spécialiste contenu à la Fondation Émergence. Bienvenue encore. Et Monsieur Thomas, de votre côté? Bonjour, Thomas Dequitte, responsable technique pour le groupe Aecon. J'utilise le pronom lui. Est-ce que, comme je le disais dans mon préambule, la masculinité toxique dans la construction est un mythe? La masculinité toxique n'est pas un mythe. C'est quelque chose qui malheureusement a bien sa place sur les chantiers de construction. Je dirais pas seulement pour la communauté LGBTQ+, mais aussi pour toutes les personnes féminines qui sont aussi victimes de cette masculinité toxique qui est souvent insidieuse et qui se manifeste de manière non directe. C'est souvent des petites réflexions, des actes répétés, sous-jacents, qui sont sous forme d'humour, de blagues, mais qui au final ne sont pas correctes et peuvent avoir un impact sur les personnes visées par ce genre de réflexion. Vous avez donné quelques exemples, mais peut-être approfondir dans le milieu. À quoi ressemble vraiment la situation sur le terrain? Est-ce que c'est... Puisqu'on en parle aujourd'hui, j'imagine qu'il y a urgence en la matière. Sur le terrain, ça se manifeste clairement dans des regards, des ricanements qui peuvent être perçus. Quand on va sur le terrain, on fait des inspections, on peut voir qu'il y a des groupes de personnes qui peuvent regarder puis juger. Puis c'est aussi par des communications indirectes où on sait que telle personne, on sait qu'il est gay ou lesbien. Puis on va savoir après coup que les personnes se sont moquées de cette personne-là. C'est quelque chose qui est difficile à gérer parce que ça vient souvent après coup. Après coup, on va se rendre compte que on avait été victime de propos ou de discussions dont on était victime, mais on n'a pas pu forcément s'exprimer. Donc là, on est dans les préjugés, là. On est dans les préjugés, on est complètement dans les préjugés. Carrément. Et encore une fois, ça affecte pas seulement la communauté LGBTQ+, mais aussi d'autres personnes. Quelles sont les principales craintes de ces personnes qui sont ciblées de railleries? Comment ça se déroule? C'est sûr que quand on est la cible de railleries, de moqueries, de un, on va avoir beaucoup plus de mal à s'exprimer librement. Donc, quand on fait partie d'un projet de construction, on a besoin d'aller communiquer avec les travailleurs, d'aller faire des inspections, tout ça. On va moins forcément être à l'aise d'aller dire à quelqu'un, là, ça va pas, faut refaire, par peur d'être jugé ou que ce soit une opportunité pour la personne de faire ce genre de raillerie ou de moquerie. Donc, c'est sûr que ça va enfermer les personnes dans une situation où le partage et la facilité qu'auront ces personnes-là à intervenir sur le chantier et faire leur travail correctement va être affecté.
Et c'est à force d'en discuter aussi, j'imagine. C'est à force d'en parler qui peut aider à faire tomber les tabous, à faire tomber les murs. Alors oui, il faut en parler, il faut sortir de ce carcan, il ne faut pas s'enfermer, même si c'est un réflexe humain de se protéger et donc d'éviter d'aller au conflit. Ouais. Souvent, on pense qu'en voulant s'exprimer, ça va de suite être source de conflit et de tension, mais avoir une discussion tout simplement avec la personne, que ce soit directement avec celle dont on a été jugé ou la cible de raillerie, ou bien d'en parler à des personnes ressources dans son entreprise ou autour. Il y a des solutions. On peut amener certaines solutions à ces problèmes. Qu'est-ce qui aiderait, selon vous, à favoriser davantage l'intégration des travailleurs qui font partie de cette communauté? Ben, comme on l'a dit, je pense que c'est vraiment basé sur des préjugés, mais aussi c'est une question de culture, de ce qui est considéré comme normal versus pas normal. On voit que dans les milieux à prédominance masculine, généralement, il y a plus, justement, comme on disait, de raillerie, de préjugés, de harcèlement, plus de personnes qui se cachent aussi sur leur identité. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail de sensibilisation à faire, mais je pense que c'est aussi une question d'avoir des modèles sur le terrain. Ce que j'entends beaucoup, c'est des personnes qui font des coming out en milieu de travail. C'est, j'étais pas sûre de comment ça allait se passer parce que j'étais la première personne dans mon équipe à le faire ou la première personne dans mon milieu à être ouvertement LGBT. Mais finalement, les gars de mon équipe, ils me connaissent. Moi, j'ai pas changé. Puis ils réalisent que, en fait, être gay, lesbienne, bi, trans ou autre, ça change pas ma loyauté envers l'équipe. Ça change pas le travail que vous faites. Ça change pas le travail qu'on fait. Donc, c'est en fait de réaliser que c'est juste des gens. En fait, et je pense que pour ça prend d'avoir des personnes dans l'équipe qui sont ouvertement LGBTQ+, et qui défont un peu les préjugés qu'on peut avoir. Éviter les malaises et pour que tout ça tombe et reste en bonne et due forme. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour les employeurs pour, je dirais, réduire l'intimidation en milieu de travail? Il y a des mesures à prendre. Je pense que déjà, comme je dis, la formation, parce que souvent, les préjugés, les comportements, des fois un petit peu d'hostilité, ça vient d'une méconnaissance. On n'aime pas l'inconnu, on n'aime pas la différence. Fait que de connaître un petit peu mieux les enjeux, puis de réaliser aussi, souvent ce que je dis, c'est que les gens, ils n'ont pas des mauvaises intentions. La plupart du temps, ils ont des mauvaises informations. C'est-à-dire que, puis ça c'est un exemple justement, comme on disait tout à l'heure, de problématiques qu'il peut y avoir sur le chantier. C'est les gens qui vont utiliser des mots comme « Ah, tiens pas ton marteau comme un fif ». Oui. Ça, c'est quelque chose que des gens sur le terrain m'ont dit qu'ils entendaient vraiment souvent. Puis, ils disaient « Mais je le sais que quand elles disent, c'est pas méchant. » Mais je pense qu'ils se rendent pas compte ce que ça fait que d'entendre ça, 20 fois par jour, quand toi-même t'es gay, puis que t'as entendu cette insulte en te faisant intimider au secondaire toute ta vie. Là. Tu sais, c'est quelque chose qui vient chercher plus que les gens peuvent penser. Fait que de comprendre un petit peu mieux c'est quoi les enjeux, puis de leur donner des bonnes pratiques. Nous, c'est ce qu'on fait dans nos formations. Sinon, il y a les politiques. Avoir des politiques, puis pas juste avoir des politiques quelque part cachées dans un dossier, là, mais avoir des politiques qui sont claires, qui sont explicites, puis qui sont connues. Et ça, comment je dirais, praticables, qu'on peut Parce que c'est appliquer. souvent un exercice que je fais des fois en formation, c'est je demande aux gens de lever la main s'ils pourraient localiser leur politique anti-harcèlement en dedans de 3 minutes. Il n'y a pas grand monde qui lève la main. Ah oui. Parce qu'il y en a des politiques, mais les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dedans, ne savent pas à qui il faut parler s'il y a un problème, ne savent pas forcément, ça c'est-tu du harcèlement ou c'est juste pas fin? Puis c'est ça, si tu sais pas où aller ta politique harcèlement, si c'est pas écrit tout ça dedans, ça t'empêche en fait d'avoir des ressources. Les bonnes pratiques à adopter pour les employeurs, ce serait donc d'appliquer les règles qui sont en place. De la formation. Ce serait une première des première politiques. Puis après, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire au niveau des ressources humaines, notamment pour le recrutement plus inclusif. Donc, ça peut être de la formation anti-biais, des grilles d'entrevue pour mitiger les biais aussi. Parce que des fois, on a une certaine idée de à quoi se ressemble un gars qui va bien rejoindre l'équipe. Ouais. Fait qu'on va essayer d'employer ce gars-là plutôt que d'essayer de voir les candidats qui sont en face de nous, puis essayer de voir qu'est-ce que les personnes peuvent apporter à l'équipe de nouveau, plutôt que comment est-ce qu'il va bien fitter avec le reste de l'équipe. Oui. Il y a des exemples de politiques ou d'initiatives intéressantes. Par exemple, je sais que chez vous, chez Econ, il y a un groupe de ressources qui est en place. Exactement. Les employeurs peuvent mettre en avant la mise en place de groupes de ressources qui sont des groupes de ressources gérés par les employés. J'en fais partie, celui d'Econ, donc groupe de ressources fierté, qui sont des espaces dans lesquels on discute non seulement
de comment on peut donner de la visibilité aux personnes LGBTQ+, au sein de l'entreprise, en faisant de la communication, en animant des lunch and learn, en étant présent la semaine de la fierté, par exemple. Donc, essayer de donner de la visibilité et aussi être là pour les personnes qui seraient moins à l'aise de discuter de leur orientation sexuelle. On est aussi une ressource pour ces personnes-là pour venir s'exprimer. Oui, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui veut s'afficher aussi. Exactement. Ça va dans les deux sens. Exactement. Le but, c'est que la personne se sente dans un safe space, qu'elle puisse s'exprimer librement. Et si elle n'est pas forcément à l'aise de le faire avec son manager ou bien les autres personnes de son équipe, le groupe de ressources est là, étant donné qu'on est des personnes de la communauté, pour accueillir ces personnes. C'est une très bonne initiative. En règle générale, avec les initiatives, la sensibilisation mise en place dans l'industrie, est-ce que vous voyez une évolution des comportements au fil des années? Je la vois surtout au Canada. Moi, j'ai grandi en France. Je vois la différence qu'il y a au Canada par rapport à la France. Okay. Je vois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour améliorer l'inclusion des personnes du groupe LGBTQ+, dans l'industrie de la construction. Mais ça fonctionne, les initiatives et la sensibilisation, comme vous le dites. Alors, ça fonctionne et ça fonctionne de plus en plus. La mise en place de groupes de ressources, moi, c'est la première fois que je travaille pour un employeur qui met ça en place. C'est quand même quelque chose d'assez, je dirais, novateur et d'assez avancé. Et ça fonctionne parce que ça permet de rendre ces conversations-là possibles et de plus en plus facile d'accès aussi pour les personnes de la communauté. Je pense que moi, ça fait 6 ans que je donne des formations et autres sur le sujet. Je vois une évolution. Ne serait-ce qu'en 6 ans, c'est assez incroyable. Je pense qu'il y a eu une très grande avancée, que ce soit au niveau légal ou social, de l'acceptation LGBTQ+. Par contre, ce qu'on voit dans la dernière année et quelques, 1 an, 2 ans, c'est un recul. Fait que je pense que c'est aussi important d'en parler. Je le vois aussi sur le terrain. Il y a des réticences qu'il n'y avait pas avant. Avant, je pense que c'était vraiment une question de « on ne sait pas c'est quoi ». Donc, les gens étaient curieux, on va dire, mais il n'y avait pas forcément d'a priori tant que ça. Que là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de désinformation. Donc, il y a des gens qui ont déjà une idée de ce qui se passe, qui n'est pas basée sur, malheureusement, des faits avérés. Et après, nous, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il va falloir confronter ça, désapprendre ce que les gens ont comme idée pour ensuite leur donner des bases plus saines, notamment sur tout ce qui est enjeux trans et non-binaire. Il y a un braquage, une sorte de levée de bouclier, des fois, qu'on rencontre, qu'il n'y avait pas autant les dernières années, je pense. Alors, à ce moment-là, la prise de conscience du côté des gens qui veulent faire cette promotion-là, est-ce que c'est un mur? Est-ce que ou persister Non, mais ce qu'on voit, c'est assez normal. Dans le fond, c'est décourageant, mais c'est un peu normal. C'est ce qui se passe avec tous les mouvements sociaux de droits humains. Là. Donc, peut-être un pas de recul, mais 3 à l'avant quand même. C'est ce qu'on appelle, c'est le backlash, dans le fond. On a vu ça avec le droit des femmes, on a vu ça avec le droit des personnes racisées. C'est vrai. On parle plus du sujet, donc les gens sont un petit peu plus conscientisés, ça c'est bien. On a plus d'alliés, ça c'est incontestable. Par contre, les personnes qui sont pas d'accord, s'expriment beaucoup plus vocalement parce que ça vient les chercher dans le fond comme mon gestionnaire le dit souvent, quand tout le monde est dans le placard, ça pose pas problème aux homophobes. C'est quand les gens commencent à sortir du placard que là, d'un coup, ça commence à s'agiter. Est-ce qu'il existe des codes d'éthique dans le milieu de la construction qui pourraient aider la communauté LGBTQ+? Alors, il y a des codes d'éthique, il y a les politiques mises en place par les entreprises pour justement encadrer ce qui peut être acceptable et pas acceptable. On a aussi une ligne d'assistance qui peut être utilisée pour dénoncer des actes homophobes et venir en soutien aux personnes qui sont... Et ça, est-ce que c'est généralisé ou c'est seulement chez vous, chez Econ? Alors, nous, chez Econ, on a une ligne d'assistance. D'accord. Je ne sais pas si toutes les entreprises en ont une, mais nous, je sais qu'on en fournit une. OK. Encore une fois, le groupe de ressources est là vraiment pour accueillir les personnes dans le besoin. Nos ressources humaines sont aussi présentes pour écouter les personnes qui ont besoin d'assistance en cas d'harcèlement ou de propos homophobes. Et puis, si on est à l'aise aussi en parler à son gestionnaire, c'est quand même quelque chose d'important. C'est important quand c'est possible. C'est pas toujours forcément évident. On choisit pas son gestionnaire. On sait pas si c'est quelqu'un quelles sont ses motivations, ses pensées sur la communauté LGBTQ+. Mais si on sent qu'on est dans la confiance, aller s'exprimer au gestionnaire, c'est toujours un bon réflexe à avoir. Tout à fait. Parlant de ressources que vous offrez,
Est-ce que il y a des congés parentaux pour les conjoints de même sexe? Est-ce qu'on va de l'avant avec ces choses-là pour ne pas les ostraciser davantage? Exact. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour, quelque part, banaliser le fait qu'une personne d'orientation LGBTQ+, ait les mêmes droits que n'importe quelle autre personne. Et une des actions qui a été mise en place récemment chez Econ, parce qu'on parle beaucoup de familles biologiques, mais récemment, ce qui a été mis en place chez Econ, c'est que les personnes de la communauté qui ont une famille choisie, donc pas forcément une famille biologique, mais qui ont reconstruit une famille parce qu'elles ont été reniées de leur famille initiale, et bien maintenant, elles ont droit à un congé en cas de décès d'une personne de la famille choisie. Okay. Donc ça montre quand même une évolution dans les mentalités, dans ce qu'on considère comme étant une famille dans la communauté. C'est un progrès qui est, selon moi, très, très pertinent. Donc, il y a des propositions claires dans pour venir en aide, de toute façon, à tout le monde. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux personnes qui font partie de cette communauté LGBTQ qui songent ou aimeraient travailler dans l'industrie de la construction? Des nouveaux diplômés, des nouveaux arrivants, des gens qui arrivent dans l'industrie. Auriez-vous un méga conseil à leur donner ou à tout le moins un petit... Moi, je pense que c'est de bien choisir son milieu. Ouais. Et c'est pas forcément une question de construction ou autre, là, mais c'est une question de son équipe. Je pense qu'on peut... puis ça, c'est quelque chose que je vois à l'intérieur d'un même milieu. Selon l'équipe où on va travailler, c'est ça qui va faire une grosse différence. Okay. J'ai entendu des gens qui disent, tu sais, à haut niveau, les politiques sont super inclusives, mais moi, ce que j'entends sur le plancher, là, ça me donne pas confiance. Ce qu'on décide dans les bureaux, ça s'applique pas nécessairement versus sur le plancher. OK, c'est une petite équipe, mais c'est une petite équipe où tout le monde est comme collé, comme serré, puis on se soutient les uns des autres, puis j'ai senti dès l'entrevue que c'était une équipe ouverte. Mm-hmm. Fait que des fois, ça peut être de poser des questions à l'entrevue, pendant l'entrevue, de demander comme, qu'est-ce que vous faites comme initiative, pour la diversité et l'inclusion? Sans forcément donner des détails sur par rapport à LGBT ou autre, mais juste de façon générale. Puis les employeurs, s'ils sont un petit peu au fait des dernières tendances, savent que c'est un argument de vente fort, notamment avec les nouvelles générations qui veulent un milieu de travail qui est inclusif. Tout à fait. Même si eux-mêmes ne font pas partie des communautés de la diversité. Fait que posez des questions, puis soyez attentive, puis ça c'est un peu un anglicisme, mais à la vibe, c'est-à-dire à l'atmosphère que vous sentez dans cette équipe-là. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les petits chantiers, les méga entrepreneurs et les plus petits? Est-ce que vous sentez qu'il y a des différences a priori, là? Est-ce que vous voyez quelque chose de différent? Mon conseil, c'est renseignez-vous, allez voir sur les sites Internet des entreprises. Durant les entretiens, posez des questions. Est-ce que vous avez des groupes de ressources? Quelles sont vos politiques d'inclusion et diversité? Les ressources humaines doivent pouvoir vous répondre dans ce genre de cas. Et ça va vous donner une idée déjà de à peu près savoir où est rendue l'entreprise dans ses politiques de diversité et d'inclusion. Parce que souvent, on me dit, oui, mais est-ce que ça va pas un peu me outer? Est-ce que ça va pas un peu m'identifier comme LGBT? Puis ça va peut-être me poser des problèmes. Et c'est clair qu'il y a des fois, on peut pas... il y a des jobs alimentaires, on peut pas se permettre de le refuser, là. Mais si vous avez le choix, je vous dirais, allez pas dans une job où on vous aurait pas embauché si on savait qui vous étiez vraiment. Parce que ça va vous retomber dessus éventuellement. Vous voulez pas faire 30 ans de métier dans le placard. C'est mentir à tous les lunchs sur avec qui t'as passé ta fin de semaine. C'est mentir constamment. Là, puis je le sais, c'est épuisant ce que j'entends de toutes les personnes qui ont essayé. Pas nécessairement mentir, mais éviter le sujet. Puis créer des malaises. Se trouver des fausses blondes, des faux chums. Dire que non, c'est juste une amie. C'est épuisant. Fait que ce que je vous dis, c'est au début, on peut penser que ça va passer. Éventuellement, vous allez être fatigué de ça. Fait que prenez un milieu qui vous accepte tel que vous êtes dès le début. Vous deux, personnellement, vous êtes des témoins privilégiés de cette situation-là. Vous avez, chacun de votre côté, je crois, personnalisé un peu ce qu'on discute aujourd'hui. De votre côté, Thomas, vous aviez une expérience, disons, dans le domaine de la construction. Oui, en effet. Donc, ça fait 4 ans que je travaille pour le groupe Econ. Et depuis que j'ai été employé, j'ai toujours été transparent par rapport à mon orientation sexuelle, le fait que je sois en couple avec un homme depuis 8 ans. C'est jamais quelque chose qui a été problématique ou duquel je me suis caché. Et j'ai toujours senti avoir été accueilli, donc je me sens chanceux et privilégié pour ça,
à la fois par les gens de mon chantier puis les gens d'Econ, que ce soit au bureau ou sur le chantier. Donc, c'est possible, ça existe, des cas où faire son coming out dans la construction, ça se passe bien. Et le plus tôt possible, comme Olivier le disait un peu plus tôt. Et le plus tôt possible, justement, parce que personne n'aime vivre dans le placard, puis devoir trouver des prétextes ou des excuses pour cacher son identité sexuelle. Voilà. C'est un excellent conseil pour conclure. C'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie beaucoup à vous deux. Merci. Merci beaucoup. C'est ce qui termine cet épisode de notre série sur l'inclusion et la diversité dans l'industrie de la construction. Nous souhaitons remercier Thomas Dequitte et Olivia Baker pour leur participation à cet épisode. Nous remercions aussi Econ, notre commanditaire, avec qui nous avons travaillé en collaboration pour réaliser cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode, qui portera quant à lui sur la diversité ethnoculturelle sur les chantiers. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section balado. Merci de votre attention et à très bientôt.